veux dédier les paroles de ce cantique à toutes ces personnes qui ont perdu espoir. En toi, il y a un champion. Yes. Éveille le champion qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Éveille le champion qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Éveille le champion qui dort en moi. Saint-Esprit, paraclet. Saint-Esprit, paraclet. Éveille le champion qui dort en moi. Dans la vie d'un homme, il peut y avoir des hauts et des bas. Mais comme ton sauveur sur ce chemin de la croix, relève-toi lorsque tu tombes. Quand Dieu est la source de tes ressources, il te fera voir sa gloire. Il te fera briller de mille feux. Il est le Dieu d'Israël. Éveille le champion qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Éveille le champion qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Éveille le champion qui dort en moi. Saint-Esprit, paraclet. Saint-Esprit, paraclet. Éveille le champion qui dort en moi. Donne-moi la force de ta vie. Face aux difficultés, Seigneur, je veux la patience de Joseph. J'ai foi en ce Dieu grand et vaillant que tu es, Seigneur. L'échec fait tomber les perdants, mais il est chantre Guy Christ Israël. Guy Christ Israël qu'on continue d'applaudir. Bonjour et bienvenue sur le plateau de ce midi. Bonne fête. Merci, bonne fête à vous aussi. Merci, aujourd'hui c'est la Toussaint, c'est la fête donc qui honore tous les saints. Voilà, tous ceux qui par leur témoignage, par leur vie ont marqué la vie de Christ. Ça. Voilà, donc qui se démarque en quelque sorte, n'est-ce pas? Voilà. En tout cas, bonne fête à tout le monde. Bonne fête à vous aussi. Merci beaucoup. Alors, actualité de Guy Christ Israël. C'est vrai que Guy Christ Israël a à son compteur 4 albums. 4 albums, oui. 12 ans de carrière. 12 ans de carrière. Ça se célèbre, n'est-ce pas? Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, donc, c'est l'actualité qui est là. Tout a été dit. 12 ans de carrière, 12 ans de carrière, 12 ans de louange, 12 ans en train de marcher dans ces pas de louange et d'adoration à la suite du Seigneur, petit à petit. Et on veut s'arrêter un peu pour être reconnaissant et pour dire à Dieu, tu nous as donné jusqu'à 12 ans. Vraiment, merci beaucoup. Et donc, ça se célèbre ce 11 novembre du côté du Palais de la Culture à la 4000 place Salan Mambo. Donc, c'est ce dimanche 11 novembre. Merci beaucoup, voilà. Guy Christ. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment. Merci encore une fois, bonne fête. Et puis merci d'être passé sur notre plateau. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et pendant que vous êtes en train de partir, nous allons lancer la capsule de notre invité dans quelques instants. Nous le recevrons sur le plateau. Mais avant, je vous communique le thème du jour. Accro à la drogue, j'ai trouvé en Christ ma plus forte dose. Ange, c'est à vous. Touré Alpha est né à Issia, originaire d'Odiné. Il a été abandonné à l'âge de 8 mois à sa grand-mère. Handicapé de son état et le manque d'amour l'amène vers la drogue. À 17 ans, il a goûté la drogue. Aujourd'hui, père de 6 enfants.
il décide d'arrêter la drogue à 32 ans en cherchant Dieu. Comment se fait sa rencontre avec Dieu? Comment est-il vu aujourd'hui? Découvrons toute la vérité avec Caroline. Merci beaucoup, Ange. Et tout de suite, nous allons nous apprêter pour recevoir notre invité témoin du jour. Son nom, vous le savez déjà, Touré Alpha. Touré Alpha qui nous rejoint sur le plateau de ce midi. Philo. Et voilà, Touré Alpha, accro à la drogue aujourd'hui en Christ. Il a trouvé une dose plus forte. Son témoignage, nous allons le recevoir tout de suite. Touré, c'est quand même étonnant hein, quand on entend accro à la drogue et puis on vous voit venir là avec une chanson de Dieu. Franchement, c'est un véritable paradoxe. Hein. Ça, c'est vrai. Comment est-ce que vous êtes passé d'un point A à un point B? Nous le saurons dans quelques instants. Mais il y a un gars ici, lui, il est accro à l'humour. Wow. On va le retrouver tout de suite. Docteur Philo, c'est parti. C'est mon avis, avec Docteur Philo. Merci beaucoup. Ouais, accro à la drogue. Là, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Toi, tu avais même notre radio ici, tu dis quoi? Mais tu chantes bien. Chanson, ça là, c'est toi-même ou c'est Tikenja? C'est moi-même. Ouais, c'est ça. Le son est propre, mais vrai. Non, la vérité, c'est un état d'esprit, au fait. Je ne veux pas dire. Voilà. Parce que si c'est que mes bras qui sont dans les ghettos, à Bobo, Bokabo, ils vont dire tiens, moi, sois là, on va mettre notre radio. Si les fatigués n'ont qu'à aller dormir, ça va pas venir parler ici. Mais c'est un état d'esprit. Moi, je ne prends jamais la drogue, ni la cigarette. Même l'eau, même pour moi-même, j'ai des problèmes. Non, pardon. Voilà, donc moi, je suis quelqu'un de très truc. Voilà. Docteur Philo, faut boire de l'eau. Et la drogue, franchement, c'est un thème qui tombe à point parce que c'est très récurrent. Et surtout, même ce qui me touche le plus, c'est surtout la jeunesse mineure qui s'adonne à la drogue aujourd'hui. Quand vous allez, Carole le disait la dernière fois, souvent aux alentours des écoles, il y a des enfants qui fument. Ça fait mal. Ils sont là, c'est-à-dire un pays mais où la jeunesse se drogue déjà là. On va où? Ça, c'est plus tard un gouvernement ou bien un pays troué. Regardez, les Américains, à un moment donné, l'ont compris. Eux-mêmes là, tellement, d'aucuns même beaucoup là-bas, ils étaient obligés de prendre un Africain pour venir gérer le pays, Barack Obama. À un moment donné. Parce qu'eux-mêmes là, ils n'avaient pas confiance en eux-mêmes. Je ne peux pas concevoir qu'un jeune, un mineur, il n'a même pas encore 15 ans, son père lui dit, tu fumes, les gens me disent que tu fumes la cigarette, Il dit, papa, je jure, les gens sont en train de mentir sur moi. Moi, là, c'est drogue et fume maintenant. Ça veut dire quoi? Il ne mesure même pas l'ampleur même de ce qu'il est en train de dire. Il ne mesure même pas l'ampleur. Donc, j'ai dit que c'est bien. Vous, Dieu merci, vous avez croisé Christ. Il y a déjà même là, cette derrière l'église où ils vont fumer. Et mais pas devant Christ, ils vont fumer derrière là-bas. Et je voudrais dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, ça va. Vous êtes là devant nous. Carole dit, vous êtes bien habillés. Oui, ça, moi, il m'attendait à quelqu'un. Ça, il pensait qu'il allait croiser mon frère et ça. Mais le jeton du passeport 2 jours là, même si ça se paie un peu, c'est que ça traîne sorti à vous, il ne faut pas y avoir se plaindre. C'est que voilà, le mouvement revient de temps en temps quoi. Vraiment félicitations. Merci beaucoup, Docteur Philo. Alors notre reporter Paterne à Sémian, voilà, j'ai failli dire Patrick, Paterne à Sémian se trouve en ce moment à Yopougon, la plus grande commune d'Abidjan. Salut Paterne. Le micro-trottoir avec Chris Paterne à Sémian. Et salut Caroline, joyeuse fête de la Toussaint à vous et à tous les chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui où les chrétiens du monde entier rendent hommage aux saints, nous sommes dans la rue de Yopougon à la question de savoir, avez-vous vécu une expérience avec Dieu? À un moment donné, j'ai voulu passer un concours. J'ai prié matin, midi et soir, comme le font les musulmans. Je l'ai fait. Bon, en tout cas, à ce que j'ai remarqué, j'ai vu que notre Dieu a exaucé mes prières. Je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman. Avant, je faisais des bêtises. Je me battais avec ma femme, tout ça là. Quand je suis là, quand je rentre à la maison, je faisais des conneries. Mais quand j'ai commencé à appeler mon Seigneur, à qui j'ai cru, il m'a fait changer la vie. Avant, on partait plus au maquis pour la boisson, on courait les meufs, mais
ça a changé. Ça a changé. Bon, avant, je fumais la cigarette, puis je faisais encore des faux trucs. J'étais dans les salles business avec mes amis. Voilà, mais Dieu a changé ma vie. Aujourd'hui, j'ai fait mon petit métier de carrelage. Étant tout petit, j'ai été rejeté par mon père. Et puis, c'est ma mère qui m'a mis à l'école. Lorsque je partais à l'école, c'était difficile pour moi. Arrivé en classe de 4e, qu'elle avait décédé, bon, j'avais personne pour s'occuper de moi. Et c'est comme ça. J'ai abandonné les études et je suis dans la rue. Étant dans la rue, parce que dans la crise 2010, j'ai eu franchement des coups que Dieu m'a épargné de cela, que même je devais rester dedans. Et Dieu a fait que je ne suis pas resté. Là, au moins, je lui dis merci. Mais chaque jour que Dieu fait, il me donne mon prix de manger et je suis à l'aise. C'est un micro-trottoir. Moi, j'attendais celui devant la caméra qui dirait, en tout cas, moi, ma vie n'a pas changé. Je suis restée le même. J'attendais ces derniers. Lui, sa vie a changé. Lui, c'est Touré Alpha. Je vous rappelle donc le thème du jour. Accro à la drogue, j'ai trouvé en Christ ma plus forte dose. Alors, Alpha, oui. On l'a entendu dans l'élément. Vous n'aviez juste que 8 mois lorsque votre maman a quitté votre papa. Et vous êtes resté donc avec papa. Malheureusement pour vous, à l'âge de 9 ans, vous perdez votre père. Que deviendra donc votre vie dès lors? Dès lors, j'étais vraiment attristé. Vraiment, j'étais vraiment abandonné. Puisque j'ai perdu mon père et ma mère étant partie. Donc ma vie était vraiment devenue très triste. Très triste. Voilà. Et là, qui va s'occuper de vous quand vous avez 9 ans? C'est ma grand-mère paternelle qui s'occupait de moi, étant vieille. Oui. Donc elle n'avait pas le temps de veiller sur vous comme il se devait? Elle n'avait pas le temps, franchement. Elle était tellement vieille, elle n'avait pas le temps. Voilà. Et les études alors? Les études, je les ai arrêtées puisqu'il n'y avait plus les moyens. Le père qui s'occupait des études, il est décédé, donc j'étais livré à moi-même. Je ne pouvais plus aller à l'école pour payer les cahiers, les bics, c'était difficile, même la craie. Donc j'ai arrêté totalement les études. Voilà. Et comment se déroule donc votre vie, votre adolescence? Mon adolescence, c'est vraiment, j'ai beaucoup souffert. Dieu, par son amour, peut-être avait un plan pour moi, mais vraiment c'était difficile pour moi. Très, très difficile. Que mettez-vous à l'intérieur de... C'était difficile? C'était difficile, ça veut dire que souvent on n'arrivait pas à manger à la maison. Souvent on peut manger une fois, attendre le soir pour manger. Pas manger. Souvent à midi on mange, le matin ce sont les riz couchés on mangeait. Les riz couchés c'est pas mauvais, hein? Oui, oui. Voilà, mais les midis c'était un peu difficile. C'était difficile. La nuit, on gagnait un peu à manger. Alors, la question qu'on se pose tout de suite là, c'est comment l'enfant que vous étiez a connu la drogue? Voilà. Puisque étant petit et qu'il n'y avait plus de moyens, j'étais là, j'ai arrêté les études, j'étais comme ça là. Lorsque j'ai commencé à avoir 17 ans, il y a une pensée qui me venait à la tête, mais pourquoi ne pas quitter Issia pour aller sur Abidjan? Pour aller sur Abidjan. Et c'est comme ça, j'ai grouillé, comme on le dit, je me suis débrouillé et je suis venu à Abidjan, c'est comme ça. Avec le consentement de votre grand-mère? Ma grand-mère, bon, étant vieille, elle ne pouvait pas décider mon choix, ma destinée. Donc elle me regardait seulement, faire ce que je voulais faire. Vous étiez en quelque sorte livré à vous-même, quoi? Oui, j'étais livré à moi-même. D'accord. Donc vous venez à Abidjan, chez qui? Je viens chez un cousin. Je viens chez un cousin qui était taximètre. C'est lui qui m'a hébergé. Et dans tout ce moment, j'ai fait ça chez lui. Voilà. C'est comme ça. Lui m'a hébergé. Quand je suis arrivé à Abidjan, il dit d'accord, tu restes ici, tu vas vivre avec moi. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Abidjan et resté chez mon cousin. Et la drogue? La drogue, et quand ça a commencé, puisqu'il n'y avait pas des amis, je me suis fait des amis. Et j'ai connu un ami, c'est par lui tout a commencé, cet ami. Et quand je suis arrivé, je l'ai approché. D'abord, lui portait déjà les drugs. Parce que j'aimais la musique aussi. Donc, lui portait déjà les drugs. Donc, j'ai approché. J'ai dit, ah, vraiment, je vais vraiment être un bon petit. Et c'est comme ça, je me suis approché de lui. Et quand je me suis approché,
Il dit d'accord, il me rendait visite de temps en temps. Et un jour, il me dit... Chez votre cousin? Chez mon cousin. Chez mon cousin. Il me rendait visite de temps en temps. Il venait chez moi, on causait, on échangeait, mais je ne savais pas qu'il droguait. Mais un jour, il m'a dit, bon, tu vas m'accompagner. Et dans bon, où? C'était aux environs de 21h, 22h. Il y avait un jardin qui était quelque part dans la brousse, dans la broussaille. De l'accompagner. Moi, j'ai eu peur quand il m'a amené dans la brousse, comme je n'étais pas habitué. Il dit non, il ne faut pas avoir peur, je ne vais rien te faire. Je vais te montrer quelque chose. C'est là que nous sommes partis. Et quand nous sommes partis, il a arrivé quelque chose dans la poche. C'est comme ça, c'est parti. Et qu'est-ce qu'il vous a dit pour vous convaincre? Donc, lorsqu'il est arrivé, il dit, tu veux fumer la cigarette? Il dit, quel genre de... Je lui ai posé la question, quel genre de cigarette? Et non. Il dit, la cigarette que je connais. Il dit, non, c'est du bon. Quand tu vas fumer, tu seras à l'aise, tu seras fort dans la tête. Et donc, bon, il dit, je te sens trop timide. Lorsque tu vas fumer ça, je sens que tu vas être bien dans la tête. Je veux dire, c'était votre ami, donc il était quand même au fait de vos problèmes, il connaissait vos problèmes, il se disait que la solution, c'était ça. Voilà, puisqu'on a fait déjà 2 à 3 mois ensemble déjà, il me connaissait déjà, il connaissait mon histoire un peu, et c'est comme ça c'est parti. Mais est-ce que le cousin chez qui vous étiez logé s'occupait normalement de vous ou c'était pareil qu'au village? Non, le cousin, lui aussi, se cherchait, hein, sincèrement dit. Lui se cherchait, c'était un taximètre. Donc lui aussi, il n'avait pas assez de moyens. Donc souvent, il n'arrivait pas à souvenir à mes besoins. Donc comme ça, quand je demande quelque chose, souvent il le fait pas. Souvent ça tarde. Donc j'ai vu que vraiment, il ne pouvait pas tout faire pour moi. Je me suis dit, c'est les amis pour pouvoir aussi avancer. Oui, Jess. Mais justement, quand vous arrivez, quand vous décidez de partir de Issia, d'arriver à Abidjan, c'était quoi votre plan réellement? Mon plan, c'était de venir à l'aventure, me chercher comme les autres, avoir un petit boulot, me défendre. Et un jour, subvenir aux besoins de la famille. C'est comme ça que j'ai pensé. Mais avant, je veux dire, auparavant, à Issia, vous n'aviez jamais eu de contact avec la drogue? Jamais? Non, je n'ai jamais eu de contact avec la drogue. C'est étant à Abidjan ici, tout a commencé. D'accord. Et la première fois que vous consommez la drogue, comment vous vous sentez? Et lorsque nous sommes partis au jardin, quand il a emballé, il m'a donné, je ne voulais pas, mais il a insisté. Il dit, fume, ça va te faire du bien. Et lorsque j'ai fumé, je n'ai pas l'habitude de fumer. Ça m'a troublé un peu. J'étais troublé, j'étais inconscient, j'étais devenu bizarre. Je commençais à crier. Il dit, mais calme-toi, qu'est-ce que tu as? Fais te maîtriser, ça va passer. Ça m'a troublé un peu. J'étais mélangé, comme on le dit. Et puis, arrivé à un certain moment, je me suis calmé. Et puis quand je suis arrivé à la maison, je n'ai jamais dormi comme ça, mais j'ai dormi jusqu'à 8 heures. Puisque ça... Voilà. Bon, c'est quelque chose d'anormal, enfin. C'est vrai que c'est quelque chose, vous lui avez demandé, non, c'est pas la cigarette que je connais, mais vous étiez conscient que c'était de la drogue avant de commencer à fumer? Puisqu'il voulait aussi essayer, il voulait faire l'expérience pour voir. Non, mais je pense que c'est surtout montrer que vous étiez aussi un homme. Parce que je pense que vous vouliez montrer aussi que vous étiez un homme. Parce que si vous dites non, je ne prends pas, ils vont peut-être se moquer de vous, c'est peut-être ça. Voilà, c'est ça. En fait, lui, il était moins, quoi. Il veut le réveiller un peu. Voilà, c'est un truc timide. Voilà. Timide, c'est ça. Je dirais que les téléspectateurs attendent quand même la fin du témoignage parce que nous ne sommes pas en train de faire l'apologie de la drogue, mais c'est votre vécu, c'est votre témoignage. Vous êtes passé par là. Malheureusement, c'est l'histoire de beaucoup de jeunes aujourd'hui, mais on est conscient de tous les désavantages, de tous les inconvénients de la drogue, on va dire, sur le mental. La drogue vous bouffe carrément la vie. La drogue peut vous pousser au suicide. C'est ça. Voilà. Heureusement pour vous, vous êtes encore en vie, vous avez eu la chance de sortir de là. Alors, on aimerait savoir, vous avez fait combien de temps, je dirais, dans cette prison, dans cet esclavage-là? Lorsque je suis arrivé à Abidjan ici, j'ai commencé à partir de 17 ans. De 17 ans et jusqu'à 2009. Je suis resté dans cette prison pendant plusieurs années. Parce que c'est parti comme ça, dès qu'il vous a fait fumer, vous n'avez pas arrêté, vous avez continué, vous êtes devenu addict. Je parcourais les fumoirs, il me montrait tous les fumoirs d'Abidjan. À chaque moment, nous sommes dans les fumoirs, nous sommes dans les ghettos, dans les maisons en baraque, en train de fumer. Et toujours la police nous poursuit. C'était une vie triste. Hein. Triste. Ah oui, Jess. Moi, ce que je veux vraiment savoir, c'est que vous avez dit, la première fois que vous avez goûté à ça, vous avez été troublé. Donc, qu'est-ce qui vous pousse à recommencer une autre fois?
Parce que je pense quelque chose qui vous trouble, qui vous met dans un état que vous n'aimez pas forcément. Oui. Pourquoi vous reprenez encore une fois la drogue? Pour la deuxième fois qu'il est venu, il m'a fait fumer. Et cette fois-ci, ça ne m'a pas troublé. Ça m'a tranquillisé. Donc, j'ai commencé à prendre goût. D'accord. De fur et à mesure qu'il venait, il a commencé à me fuir. Et là, quand il vient maintenant, je lui pose la question, tu n'as pas un peu là-bas? C'est moi-même qui lui demandais, tu n'as pas un peu, puisque j'ai commencé à prendre goût à la drogue. Au fait, tout début est difficile, au fait. Avec le temps, ça vient. Non, Non, il y a des choses qu'il ne faut jamais débuter là. Franchement, il y a des choses qu'il ne faut jamais commencer. Moi, je veux savoir, est-ce que sous l'effet de la drogue, il vous est déjà arrivé de faire quelque chose de regrettable, voler, Bien sûr, agresser? Puisque souvent, quand même, j'ai pas d'argent, j'arrive même à vendre mes habits. Souvent, j'avais un grand frère, il faut confesser, hein. Oui. J'arrive même à prendre de l'argent de mon grand frère qui n'était pas au courant, puisqu'il fallait aller payer la drogue pour fumer. Donc, il avait une caisse dans sa maison. Quand lui sort, j'ouvre la caisse, je prends cet argent, simplement pour aller fumer la drogue. Lui ne se doutait de rien, il ne savait pas que vous étiez sous drogue? Lui, je me cachais. Mais de fur et à mesure, il a su, il a commencé à sentir ça. Quelle a été sa réaction? Et il a dit seulement, il faut arrêter, tu es encore jeune. Alors, je veux dire, là, vous êtes dénaturé, défiguré carrément par la drogue. Vous commencez à voler certainement des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Vous commencez à vendre vos vêtements, des choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire. C'est ça. Alors, à quel moment vous vous dites, je suis fatigué, il faut que je sorte de cette situation? Ok. Bon, parce que c'est vraiment, c'était tellement difficile pour moi. Par tout moment, il fallait que la police m'attrapait, m'amenait, il me partait avec moi, il me menottait, soit il me mettait dans le coffre de la voiture, il partait avec moi. Et comme le Seigneur avait un plan, arrivé devant, il me libérait, je reviens. À tout moment, j'étais entre la prison, quoi. J'étais entre la prison, et puis j'ai vu que je souffrais. Je souffrais dans la situation dans laquelle j'étais. Donc je souffrais. Donc arrivé un moment, j'avais une belle qui me parlait toujours du Seigneur. Et quand elle me parlait du Seigneur, une belle sœur. Une belle sœur qui me parlait du Seigneur. Je lui dis non, à tout moment, non, fais laisser ça. Moi, mais je me Qu'est-ce qu'elle vous disait concrètement? Elle dit, toi, tu sais que le Seigneur a un plan pour toi. Il t'aime beaucoup. C'est pour ça, depuis la police te prend à chaque moment, tu reviens, à chaque moment, tu reviins. Tu ne vas pas à la Maca, tu sais que le Seigneur a un plan pour toi. Donc, j'ignorais ça. Mais un jour, j'étais là, j'étais fatigué de ma situation. Puisque, esclave du diable, je n'arrivais pas à m'en sortir. Je vivais dans un quartier précaire. Ma vie était vraiment triste. Je souffrais dans ma peau. Il fallait toujours se cacher pour entrer dans le fumoir. Tout le temps, il faut me cacher. J'étais fatigué de me cacher. Donc, lorsqu'elle est venue m'annoncer comme ça, j'ai dit d'accord, c'est comme ça. Heureusement qu'elle a insisté. Hein. Oui, elle a insisté. Donc, vous prenez la décision de la suivre? Elle dit d'accord, tu vas me suivre. Hein. J'ai un papa qui est là. Qui a sa cellule là, tu vas aller écouter la parole de Dieu. Donc, je prends la décision comme ça, d'accord, d'aller écouter. Seulement, je me dis, je m'avais écouté comme cela. Et ça fait trop longtemps, elle m'aide à faire de son Dieu, là, je vais aller écouter pour voir ce que ça donne. Et c'est là que je suis allé, je l'ai suivi et je suis parti. Et lorsque je suis arrivé, j'étais assis dans la salle, j'étais au coin de la salle, puisque j'étais le seul qui portait les drogues assis, je me sentais un peu gêné. Vous êtes à l'église, vous vous mettez à l'écart. Parce que les autres ne vous ressemblent pas. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites? Non, mais... Enfin, c'est vous qui ne ressemblez pas aux autres. Bien sûr, exactement. Puisque dans le milieu que j'étais, tout le monde a les dreads sur la tête. C'était long pour vous? Oui, c'était long? Oui, c'était long, mais je coupais souvent. J'étais long, mais je coupais souvent. Ah ouais. Ça vous allait à ravir quand même. Voilà. On était mignons les uns. J'entends, ouais, il était un peu D'accord. mignon. Alors là, vous êtes assis à l'église. Qu'est-ce qui se passe? Je suis là comme ça. Et lorsque je suis là, je me sentais un peu gêné. Mais j'ai écouté le message. Mais lorsque je quitte après la messe, je rentre à la maison, je me sentais bizarre. Je me sentais une autre personne. Donc lorsque je suis rentré à la maison, j'étais assis là, dit, mais qu'est-ce que je suis allé faire là-bas? Il y a une voix aussi qui me dit, mais tu sais que tu dois me servir. Il y avait deux voix différentes qui me parlaient. Celle du Saint-Esprit et du diable. Que tu vas les retourner encore là-bas. Celui-là, c'est des menteurs. N'y va pas là-bas. Va là où tu es bien. Tu n'es pas à l'aise là-bas. Et le diable disait quoi? J'attendais une voix. Non, n'y va plus à l'église, tu es quitté là.
C'est le diable qui disait ça. Mais c'est la faute du diable plutôt. Mais ce n'est pas ma délivrance. Non, je veux savoir à ce moment précis. Allez-y, allez-y. Parce que je me rappelle que dans les coulisses, il m'a laissé entendre que quand il écoutait les cantiques, quand il entendait les gens chanter, il était très content. Ça lui faisait du bien. Oui, ça lui faisait du bien. Alors, c'était pour attirer l'attention de nos téléspectateurs sur ces signes qui ne trompent pas. La première fois qu'il a goûté à la drogue, il s'est senti très mal. Très mal. Ce n'était pas un bon signe. Ça veut dire que c'était un mauvais chemin qu'il était en train de prendre. Mais quand il a goûté à la drogue, ce qu'il appelle drogue en griffe du Christ, il était très à l'aise. Il se sentait heureux. La parole de Dieu. Merci beaucoup, les doyens. Alors, aussi, dans les coulisses, on a eu le témoignage de son pasteur, l'évangéliste Bridji, qui dit, lorsqu'il est tombé sur l'image de Touré, il a tiqué. Il a eu un peu peur. Et puis il a dit intérieurement, Seigneur, fasse qu'il enlève ses druides. Enfin, je ne sais pas pourquoi. L'évangéliste est avec nous. Bonjour. On l'applaudit très fort. D'accord. Allez-y, on continue le témoignage. Donc, il y a deux voix qui vous parlent. Mais là, moi, je me demande, comment vous arrivez à faire la différence entre le Saint-Esprit? Parce que normalement, je pense, pour ceux qui consomment la drogue, il y a forcément beaucoup de voix qui vous parlent. Oui, à ce moment, est-ce que vous ne vous dites pas que vous êtes paranoïaque? Est-ce que c'est pas la drogue un peu trop forte? Je sais pas. Oui. Simplement. C'est les deux parlent français. On ne sait pas qui. C'est ça. Comment vous arrivez à avoir le discernement? Bon, tu sais, quand tu as quelque chose de Dieu en toi, certainement, chacun de nous a un truc de Dieu qui est en lui. Donc, certainement, j'étais on a tous ces enfants. Voilà. J'étais fatigué de ma situation. C'est ce qui m'a poussé à écouter la bonne voix. Parce que lorsque je suis parti, comme le papa l'a dit, d'abord, j'aimais la musique quand je fume la drogue, c'est ce que j'aimais beaucoup écouter. Mais lorsque j'ai écouté les cantiques, ça m'a fait du bien. C'était différent. C'était différent. C'était différent, puisque c'était comme quelque chose de bon, quelque chose de bon, quelque chose de bien qui me faisait très du bien, quoi. Voilà. Donc quand je suis arrivé, j'ai dit d'accord. Mais et la voix qui me disait aussi, dimanche prochain, là, vous parlez à l'église, hein? J'ai dit, elle me voit, il faut partir. Donc j'ai pris la décision de repartir dimanche. Bravo. Et c'est comme ça, quand je suis reparti, j'ai commencé à prendre goût à la présence du Seigneur. Mais attendez, vous êtes reparti avec vos dreadlocks là encore? Non, puisque quand j'étais couché, il y a une voix aussi, les deux voix, il y a une qui me disait coupe ta. C'est toujours comme ça, hein? Il y a une autre voix qui dit de couper. C'est toujours comme ça. Le bien et le mal. Le bien et le mal. Coupe tes cheveux. Non, il ne faut pas les couper. Pourquoi tu vas les couper? Donc, lorsque je me suis levé comme ça, j'ai pris la décision. Personne ne m'a dit. J'ai pris une lame, j'ai appelé un ami et je me suis rasé immédiatement. Dans votre entourage, vos amis, vos fréquentations dans le temps, qui avaient des drogues avec qui vous alliez fumer et tout, qu'est-ce qu'ils commencent à dire sur vous? Ils étaient vraiment déçus de moi. Et lorsqu'ils m'ont vu, mais qu'est-ce que tu as fait là? Tu es un traître. C'est comme ça qu'on pensait. Mais qu'est-ce que tu as fait là? Ah, mon man, Rasta, qu'est-ce que tu peux faire là? Tu en as tes cheveux, ben, c'est comme, tu veux reprendre, ben, c'est parce que ça te gêne. J'ai dit non, c'est pour un temps. C'est pour un temps. J'ai fait, peut-être si je dois reprendre, je vais reprendre. Mais je n'ai pas dit la vérité. J'ai dit d'accord, je vais voir, mais j'ai fait ça, c'est pour un temps. Donc, quand le temps passait, je ne faisais plus de drugs. Et est-ce que lorsque vous alliez à l'église, je veux dire, vous continuez de consommer la drogue? Je consommais toujours parce qu'on peut être délivré un coup. Non, il y a des délivrances qui se font comme ça, de façon très brutale. Il y en a d'autres qui sont progressives quand même. La délivrance, ce n'est pas un coup, ça s'opère. Ça dépend des cas. Dans votre cas? Dans votre cas, c'était progressif. Puisque ce n'est pas facile de laisser la drogue. C'est cela. Parce que lorsque tu fais 2 jours sans fumer la drogue... Surtout 12 ans dedans. Bien sûr, lorsque tu fais 2 jours sans fumer la drogue, une seule journée... Mais à quel moment vous arrez-t totalement? Et j'arrête. Est-ce que vous avez arrêté totalement même? Non. Non, mais c'est parce qu'il dit que ce n'est pas tout d'un coup. Oui, allez-y. J'ai arrêté totalement. Et lorsque... Parce que j'allais, quand j'ai même marié, j'ai coupé les drugs, je partais toujours à l'église. Mais lorsque je devais aller aux eaux de baptême, j'ai été franc avec mon pasteur. Il dit, papa, il vient souvent ici à l'église, hein, puisqu'il y a fait 2 mois, je suis là.
je continue de fumer la drogue. J'ai confessé à mon papa que je continue de fumer la drogue. Mais je vais arrêter. Comme j'ai fait la qu'est-ce qu'il vous a dit? Il dit, mon fils, comme tu as confessé cela, le Seigneur va t'aider, le Saint-Esprit va t'aider à arrêter la consommation. Donc j'avais un grand colis de drogue dans ma maison que j'avais caché. J'ai pris la décision d'aller prendre cela et le jeter quand je partais aux eaux de baptême. Dans la brousse. La broussaille. Je n'ai même pas récupéré. Essayer de donner à un ami, c'est comme j'encourageais. Non, il a jeté ça même. Là, on a les photos du baptême. Hein. Voilà. Si je regarde bien la photo, on a encore les séquelles même de la drogue sur le visage. Là. Ça. Parce que le regard, là, un peu hagard, franchement, c'est différent de ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. Oh là là. Alors, c'est pas encore terminé, c'est tellement édifiant qu'on a envie de poursuivre, mais on va poursuivre autrement, en recevant maintenant Paulus sur le plateau pour les réactions du public. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Paulus, un peu plus de chaleur pour le recevoir, quand même. Alors, Paulus. Oui, bonjour Caroline, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de ne m'avoir pas fait faire le tour du plateau. Non, mais ça vient. Alors, sur la page Facebook, on a Jean et Chelsea qui demande qu'est devenu votre amitié avec celui qui vous a fait découvrir la drogue. Est-ce que vous avez essayé de lui également, de le faire sortir de cette situation? Vraiment, c'est une triste nouvelle, puisqu'il a voulu me faire consommer la cocaïne. Donc, j'ai refusé cela. Donc lui, il a commencé à fumer les grandes doses. Fortes. Donc lui, il est décédé. J'ai pas pu. On est désolé, il n'a pas eu la même chance que vous. Oui, Paulus. D'accord. Claudia Ruth Degui, elle dit, j'aimerais savoir pourquoi vous n'avez pas tenté d'apprendre un autre métier plutôt que d'aller vers une autre ville. Auparavant, quand j'étais ici, et je n'ai pas brossé là-dessus, mais j'ai commencé à faire la cordonnerie. J'ai commencé à apprendre un métier. Mais lorsque tu commences à fumer la drogue, tu oublies ton métier, hein, sincèrement dit. Je suis arrivé ici, je faisais la cordonnerie, mais quand j'ai commencé à fumer la drogue, je ne m'intéressais plus. Là, vous étiez dans un autre univers, voilà. Là. D'accord. D'accord. Stoffer, la légende, c'est son nom. Il a un message un peu drôle. Il dit, vieux père, tu t'es mis bon jusqu'à aujourd'hui, tu viens mettre drap des gens dehors, quoi. C'est pas quoi, hein. C'est bien sûr, courage à toi. Stoffer, non, t'es parlé. Si t'es dans le moment, en tout cas, faut quitter, quoi. Hein? Alors, plus que deux messages. Aboké la merveille Sanogo. Il dit, généralement, quand on fume la drogue, il arrive souvent qu'on commette des atrocités. Quelle est la pire des choses que vous avez pu faire? Voilà, c'est une belle question. Sincèrement dit, j'ai pas tué, j'ai pas braqué, mais... Vous avez beaucoup volé votre entourage. Je volais beaucoup, puisque je volais l'argent de mon grand frère qui ne m'appartenait pas. Et voilà, je volais. Ce qui ne m'appartenait pas, je vole, je m'en vais vendre, et puis je... Après le vol, vous n'avez rien commis d'autre, parce que même il y a des gens, même sans l'effet de l'alcool, ils volent. Bah, mais souvent... De toute façon, tout est fini, dites-nous la vérité. Vous avez déjà battu votre conjointe? Voilà. Puisque vous viviez en concubinage avec une jeune dame. Vous l'avez déjà battue? Non, non, parce que physiquement, je ne peux pas le faire. D'accord, ça marche. Voilà. Ok. D'accord. Et le dernier message, c'est celui de Stéphane Akishi. Il dit, bravo monsieur, parce que avec Dieu, vous avez brisé les chaînes de la drogue qui vous maintenaient en esclavage. Ouais. Et après votre victoire, quel combat vous menez pour faire sortir vos jeunes frères qui sont toujours accros à la drogue? C'est ça. C'est une belle question. C'est pour ça que j'ai décidé... Que de belles questions de la part de nos téléspectateurs, quand même. Que de belles questions. Donc, j'ai décidé comme ça, étant dans le monde, comme on le dit, je chantais. Donc, quand je suis arrivé au Seigneur, je dis, bon, Seigneur, quand tu m'as appelé à te servir, je vais chanter des beaux cantiques d'évangélisation, aller vers ces personnes. Voilà pourquoi j'ai choisi la musique reggae, pour véhiculer les messages de Dieu, pour que ceux qui sont encore dans le ghetto, lorsqu'ils vont écouter, parce qu'ils aiment beaucoup écouter le reggae, quand ils vont commencer à écouter la musique reggae, le message de Dieu passer, souvent je vais vers mes amis Rasta pour les évangéliser, pour dire que voilà, voici ma vie. Celui que vous avez connu dans le passé, je ne suis plus la même personne, mais c'est le Seigneur qui a transformé ma vie. Pour que tu sois libre, il faut abandonner la drogue. Donc il y a certaines personnes... Donc il y a certaines personnes qui m'écoutent. Il y a d'autres personnes, mais lui il me voit. Il ne me voit pas, parce qu'il s'est dit quoi? Bon, soyez là. Voilà. Mais vous organisez des spectacles dans les fumoirs, souvent vous allez dans les fumoirs, les concerts avant?
comme je viens à peine de commencer... Ah, il faut aller après l'émission, hein. Oui, alors, oui. Alors, Alpha, Oui. tout à l'heure, vous avez employé un mot très fort, Ouais. liberté. Donc, Ouais. vous vous sentez aujourd'hui libre. Vraiment. En dehors de la liberté, qu'est-ce qui a véritablement changé dans votre vie depuis que vous avez abandonné la drogue? Vraiment, lorsque je suis vraiment libre, parce que Christ m'a donné ma liberté. D'abord, de deux... Ça, c'est déjà grand. De deux, ceux qui n'avaient pas l'habitude de me fréquenter, me fréquentent. Parce que quand je fume la drogue, mais je vais pas aller devant toi avec les yeux rouges et puis mal habillé, tu peux pas me recevoir. Aujourd'hui, ma vie a changé, est transformée. Donc, quand On je vous vais fait devant- aujourd'hui confiance. Oui, la confiance est là, me voit de... Vous travaillez maintenant? Pardon? Vous travaillez? Auparavant, quand j'étais... Non, maintenant. Maintenant, Il est commerçant. je suis commerçant. D'accord. Je vends les articles, les montres, les t-shirts à Djamé. C'est très bien, c'est très bien. Et vous sentez aujourd'hui, est-ce que les téléspectateurs ne savent pas, c'est que vous êtes un papa heureux, Oui, un papa de 6 enfants. bien sûr. Voilà. Oui, le sage, très rapidement. Paulus, on vous retient, restez avec nous. Si le temps peut me permettre, mais Oui. je vais demander à monsieur, Oui. notre invité. On va aller très rapidement. Avec Dieu, il faut être patient, il faut Vraiment. être sincère, C'est ça. il faut beaucoup observer. C'est Ce ça. n'est pas toujours des voix que vous allez entendre. C'est ça. On a vu des gens qui aimaient Dieu, mais qui insistaient à le voir. C'est ça. Comme il ne pouvait pas se montrer à eux, C'est ça. il a conduit le monsieur à la plage. C'est ça. La plage était déserte. Oui. Le monsieur voit un enfant, un garçonnet, qui a fait un trou. Il va prendre l'eau de mer avec ça. les mains et il vient verser dans son trou. Mais tu fais quoi, mon garçonnet? Il dit, je vais vider l'eau de la mer dans mon trou. Il se tord de rire, au moment où il se redresse, le petit garçon a disparu. Dieu voulait lui faire comprendre tout simplement que son mystère ne peut pas contenir dans sa toute petite tête d'homme, C'est ça. pas plus que l'eau de mer dans le trou du gamin. Merci beaucoup, le sage. Là, j'ai été obligée de l'appeler le sage. Voilà, c'est revenu. Le doyen, mais un doyen sage. Merci pour votre contribution dans cette émission. Paulus, reste avec nous. Je n'ai pas envie de l'abandonner. Non, c'est trop facile, Paulus. Vous restez avec nous. Et merci encore, Touré Madame Alpha. Laffa. Un dernier mot, vous avez envie de vous adresser à vos ex-collègues? Vraiment, je suis là ce matin pour dire à mes frères et sœurs qui sont encore dans le ghetto, mes amis qui sont beaucoup, qui me suivent, des Rastas. Vraiment, Dieu a un plan pour chacun Pas de nous. forcément les rastas, hein, parce que là, Voilà. Tous les rastas ne se droguent pas. Voilà, parce apparemment. qu'il y a des gens avec des trucs qui sont vraiment... Tous ceux qui sont encore dans la Faut drogue. nous parler, nous, Qui nous, là. font de la Voilà. drogue, qui fument encore la drogue. Vous me voyez aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. De la même manière que je suis devenue une nouvelle créature, le Seigneur peut le faire pour toi. Il faut accepter la voix du Seigneur pour que ta vie change. Ce n'est pas la drogue qui change la vie d'une personne, mais c'est le Saint-Esprit qui change la vie d'une personne. Merci infiniment. Touré Alpha pour ce beau message. L'émission n'est pas encore terminée. Nous avons des chroniques et un invité surprise. La parole à présent donnée à notre Aloussène Sidibé. C'est parti. C'est innovant avec Aloussène Sidibé. Féru d'invention, d'innovation et surtout à nos mamans qui nous regardent en ce moment, j'ai un petit cadeau pour vous. Mais avant, je vais demander à quelqu'un du public de m'aider dans ma tâche. Mademoiselle, vous venez avec moi s'il vous plaît. Merci. Vous avez fait un choix judicieux. Un très bon choix. Est-ce que vous pouvez m'aider à piler ces ignames? Voilà. C'est comme ça qu'on s'y prenait avant. Mais désormais, grâce à l'ingéniosité d'un jeune Africain, un Africain très, très talentueux, on a une machine qui nous permet, très chers téléspectateurs, chère maman, en plateau, de faire du foutou en moins de 5 minutes. C'est extraordinaire. En moins de 5 minutes. Grâce à sa machine, on l'appelle le foufou mix. Comment ça fonctionne? C'est vraiment très simple. Vous avez vos tubercules d'igname ici, que vous renversez, attendez que je me nettoie la main rapidement, que vous renversez dans la machine. Donc ce bocal-là va nous servir de mortier. On renverse rapidement dans la machine. Voilà. On referme tranquillement. Et on actionne. Et la machine est en marche. Et ce qui se passe actuellement, c'est que la machine est en train de piler le foutou grâce à une palette, hein, comme une sorte de mixeur. Faut dire aussi que cette machine peut faire du foutou pour au moins 12 personnes et tout ça en moins de 5 minutes, comme je l'ai dit.
Oui. C'est déjà pilé? Vous allez voir le résultat. Là, on a la semoule de... Si la caméra peut... Elle voit. Rapidement. Oh. J'arrive pas à voir. Là, on a la semoule. Est-ce qu'on va faire, c'est quoi? Je vais vous aider. C'est qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va sortir... Je vais vous aider, voilà. Voilà. Généralement, les mamans, il faut quelqu'un pour... Voilà. Voilà. Vous voyez ce qu'on a? Et ça, en moins d'une minute, on a une pâte douce, légère, onctueuse, comme si c'était un pilon, un mortier qui nous aurait fait ça. Ou je dirais, oui, les mains d'une gentille maman. Et puis en plus, c'est très bon. Oui, c'est bon même. Elle continue toujours, hein. Elle n'a même pas atteint la moitié. Vous pouvez m'aider. Alors là, ça va nous faciliter la tâche. Docteur Philo, vous pouvez m'aider? Ok. Prenez ça, voilà. Sur le plateau? Voilà, en plateau, oui. Ma chérie, c'est bon, on a eu la solution. Allez-y vous asseoir, c'est bon, hein? C'est ce qu'on a fait, très chère Caroline, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pilé notre foutou avec le foufou mix. Hein, on a pilé notre foutou et on a ce résultat là qui est... Voilà. On est gâtés, là. Après avoir pilé le foutu avec le foufou mix, vous allez vous occuper de la mise en forme. La mise en forme, c'est quoi? C'est l'effet de faire les pains de foutu. Généralement, les mamans, elles sont très, très douées pour le faire. Donc, l'inventeur qui a mis au point ce... On va aller très rapidement. Ce bijou, c'est Logo Mitso. C'est un Togolais d'origine. Il est passionné d'électronique. Et donc, l'objectif, c'était de permettre à nos mamans, aux ménagères, de faire du foutu rapidement, facilement, avec beaucoup d'hygiène et discrètement. On ne va plus casser les oreilles des voisins lorsqu'on pile le foutu. Merci à vous. Mais fini les femmes musclées, là. Fini les femmes musclées. Merci beaucoup. Alors, on se dit au revoir. Nous allons recevoir notre invité surprise. Olivier, journaliste président de l'Organisation des journalistes professionnels de la Côte d'Ivoire. Merci donc de le recevoir sur le plateau de C'est Midi. Le temps court. Alors avec vous, on parle de la 5e édition de la Journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Alors le 2 novembre de chaque année, l'UNESCO, dans sa recherche de la paix dans le monde entier, a fait décréter, ou bien a fait adopter, disons, la Journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Mais en même temps, cette journée-là marque aussi la commémoration de l'assassinat de deux de nos confrères, deux Français, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, assassinés à Kidal dans le Mali. Alors, ça sera donc marqué par une marche pacifique qui va partir du grand carrefour de Marcory, foyer des jeunes, suivi de panels. On peut avoir déjà les thèmes des panels? Oui, alors nous aurons 3 panels qui sont animés par des experts des journalistes, mais aussi par des experts des droits de l'homme, tels que la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme. Nous attendons aussi des hommes de la force de sécurité et de défense, parce que à cela aussi, il faudra ajouter les amis de la magistrature, parce que pour nous, les nouvelles lois, les nouvelles dispositions au niveau de la presse, au niveau des médias, prend en compte justement la sécurité des journalistes. Mais pour le savoir, il faut participer à cette journée, il faut se rendre à Marcory, au foyer des jeunes. Et d'ailleurs, le ministre, notre ministre de tutelle, je veux parler du ministre Sidi Tiemoko, sera avec nous, parce qu'il préside justement cette journée. Et nous aurons 3 plateaux qui mettront, je ne dirais pas en conflit, mais qui mettront en exergue toutes les méthodes et bien entendu les défis que nous entendons aussi pour la sécurité des journalistes en Côte d'Ivoire. D'accord, merci infiniment pour ces informations. Alors Jess, ça sera pour une autre fois certainement. Justement, c'est juste à côté, donc juste après le week-end, on se retrouvera lundi pour C'est quoi ton job? On va parler d'un métier, ils sont très souvent critiqués, tout le temps on leur dit qu'ils n'ont pas de discipline, n'ont pas de courtoisie, ce sont les chauffeurs de Wara. Mais ils nous ont parlé un tout petit peu de leur métier, on va dire on n'excuse pas, mais on peut comprendre. Voilà, donc ça sera lundi dans le C'est quoi ton job? On va essayer de le comprendre le lundi. Alors, je voudrais qu'on puisse saluer la Fédération des associations des femmes d'Adjamé, dynamique opérationnelle, dont la responsable est Madame Ossé Laetitia. En tout cas, mesdames, merci beaucoup d'être venues. Merci infiniment, vous êtes toutes belles. Et nous saluons également le sage Sissoko qui est dans ce studio, juste en face. Il est venu nous soutenir. N'oublions pas également le fan club
Club, c'est midi. Et voilà, on a pris un énorme plaisir à vous présenter ce numéro de C'est midi. On se donne rendez-vous demain, vendredi, pour le dernier numéro de la semaine. D'ici là, très bonne fête à vous et à demain. Au revoir.